Tu peux tirer encore un peu? Ce n'est pas tout à fait droit. Ça marche? C'est bon? Oui, Combien? 38 mètres 30. Le centre devrait être à 10 mètres 80. Hey, c'est pile poil ça. On pourrait penser que la mesure du monde est depuis longtemps une affaire classée. Mais détrompez-vous. Il faut dire que l'on construit sans cesse de nouveaux bâtiments, de nouvelles routes, et même le paysage ne cesse de se modifier. Sur ce, bienvenue dans Xenius. Oui, sans carte, nous serions effectivement perdus. Oui. Alors, en guise d'exercice, nous allons réaliser aujourd'hui une carte à l'ancienne de cette pelouse et de ces deux pavillons. Pour le moment, on est en plein dans les calculs de maths et c'est Adriane qui s'y colle. Les maths, c'est mon rayon. Normal, j'ai le compas dans l'œil. D'ailleurs, en parlant de rayon, Oui, je le note. il va falloir être précis. Car à la fin, nous comparerons notre carte faite maison avec une vue aérienne. Les cartes géographiques sont les outils d'orientation les plus précieux que nous possédons. Autrefois sur parchemin, puis sur papier, plus tard imprimées et aujourd'hui numériques, elles servent désormais de base au système de navigation. Quant aux cartes thématiques, elles donnent à voir une diversité de données au gré des besoins. Un grand nombre de cartes géographiques et thématiques se trouve à Vienne, dans la Bibliothèque nationale autrichienne. Sa collection cartographique abrite des trésors vieux de plusieurs siècles. Et certaines cartes sont renversantes. Les cartes ne sont pas forcément orientées vers le nord. Il y a eu par le passé, et il existe aujourd'hui encore, des cartes orientées vers le sud, c'est-à-dire sur lesquelles le sud se trouve en haut. Elles montrent une image de la surface terrestre complètement différente, qui nous est peu familière. Il existe également des cartes orientées vers l'est. C'est le cas des cartes médiévales. Mappa Mundi. Tel était le nom des cartes chrétiennes du Moyen-Âge, souvent orientées vers Jérusalem en direction de l'Orient. De là vient le verbe s'orienter. La carte de Hereford, la plus grande map-monde entièrement conservée, date du XIIIe siècle. L'original mesure plus de 2 mètres carrés. Au centre, nous avons Jérusalem. À l'est, le continent asiatique. L'Europe se trouve ici. Et séparée par la Méditerranée, nous avons l'Afrique. Il ne s'agit pas simplement d'une carte géographique, mais d'une combinaison de diverses informations, de nature géographique, d'histoire biblique et de traditions antiques. Autrement dit, il s'agit d'une compilation de connaissances. Outre les mapes-mondes, il existait au Moyen-Âge des cartes marines. Les portulans, du latin portus, qui signifie port, indiquaient aux navigateurs la route à suivre. Ces connaissances étaient héritées de l'Antiquité. Au IIe siècle après Jésus-Christ, l'astronome et géographe grec Claude Ptolémée avait répertorié les coordonnées de 8000 endroits du monde connus à l'époque. Cartographes et artistes continueront pendant des siècles de s'appuyer sur ces données pour élaborer leurs propres cartes, complétées par le savoir de leur temps. La représentation largement répandue de la Terre en tant que disque n'a jamais été la doctrine dominante. Elle n'a jamais supplanté la théorie de la sphéricité, mais est plutôt restée en marge du savoir géographique. La sphéricité met les cartographes au défi. Comment représenter correctement sur le papier la courbure de la Terre? Au XVIe siècle, le géographe Gérard Mercator trouve une solution qui est aujourd'hui encore souvent utilisée. Et ce, même si son système de projection déforme la réalité. L'Afrique y est à peine plus grande que le Groenland. La projection de Mercator est une projection qui a été perçue comme très utile pour la navigation.
mais elle possède de très gros inconvénients en ce qui concerne l'exactitude des surfaces, car les régions polaires sont exagérément agrandies. D'autres projections tentent de représenter la sphéricité de la Terre, mais la déforment tout autant. Le monde n'est donc pas tout à fait tel que nous le voyons sur les cartes. L'objectivité absolue ne peut pas exister, et elle n'est pas non plus présente sur les cartes. Cela tient d'une part à la densité des informations pouvant être représentées, mais également au fait que le ou la cartographe est contraint d'utiliser certaines méthodes afin de mettre en relation toutes les informations. Sans compter les erreurs humaines. Christophe Colomb s'était basé sur une carte erronée. Il estimait que les Indes ne se trouvaient qu'à 4000 milles marins. En vérité, elles étaient plus de 3 fois plus loin. On a dit 38. 38,3. Mais ça va être difficile à reproduire aussi précisément à l'échelle 1/200e. Je vais y arriver. Super. En tout cas, une chose est sûre, quand on dessine une carte en plein air, mieux vaut être paré pour affronter le froid et la pluie. Même si elle ne dessine plus aujourd'hui de cartes à la main, elle aussi doit affronter les intempéries. Franziska Wild est ingénieure météorologue. Elle travaille pour l'agence de Karlsruhe pour la géoinformation et le développement rural. Avec ses collègues, elle est responsable des procédés de cartographie par satellite et par laser. Le Land du Bade-Wurtemberg fêtera en 2018 les 200 ans du cadastre. Voilà le dernier trait. Je trouve que les pavillons sont un peu petits. Nous aurions fait une erreur? Franziska, qu'en penses-tu? Globalement, je trouve votre dessin très fidèle. Mais bien sûr, dans les faits, on n'a pas toujours un espace aussi merveilleusement planifié par un architecte. Ici, il n'y a que des formes géométriques qui sont faciles à transposer. Oui, nous sommes partis du principe que tout était bien symétrique. C'est bien, mais il existe des moyens plus simples, comme utiliser un tachéomètre. Ah oui, je connais cet instrument. Un tachéomètre? On en voit parfois dans la rue. J'ai toujours voulu regarder dedans. Qu'est-ce qu'il mesure? La direction et la distance. C'est comme des super jumelles. J'arrive à voir le piquet là-bas de très près. Émilie, il faut prendre le réflecteur et le poser au bord du pavillon. Ah, ok. Alors, je prends le premier bord, Adriane. Je peux vous expliquer rapidement sur ce schéma. Ici, nous avons notre direction 0, qui correspond à l'alignement du château et de notre piquet. L'objectif est de mesurer l'angle à chaque bord de ce pavillon. Maintenant, tu configures la direction 0 en orientant l'appareil vers le piquet. D'accord. L'angle d'ici jusqu'à Émilie est de 50 degrés et 32 secondes. Et la distance est de 23,207 mètres. Il y a une citation de Caspar David Friedrich qui dit « L'artiste ne peint pas seulement ce qu'il voit devant lui, mais aussi ce qu'il voit en lui-même. S'il ne voit rien en lui-même, alors qu'il cesse de peindre. » Je m'appelle Rolf Böhm et j'exerce un beau métier qui n'est pas si courant que ça. Je suis cartographe. Je réalise des cartes géographiques. C'est comme lire un roman. Je distingue le paysage, je me dis, ici il y a un rocher, là une arête, plus loin une vallée. Puis c'est le chemin qui mène aux falaises de Marie. Je me représente tout cela parfaitement. La cartographie est un artisanat vieux de plusieurs siècles et je dessine des cartes de façon traditionnelle.
Un logiciel informatique possède certaines fonctionnalités, mais d'autres fonctionnalités lui font défaut. Nous avons par exemple des montagnes très caractéristiques, aux sommets plats et aux parois fissurées. Et à ce jour, je n'ai trouvé aucun logiciel permettant de les dessiner correctement. Les cartographes commencent par aplatir la Terre. Ils la couchent sur le papier. Ils projettent une sphère sur une surface plane. Puis ils doivent travailler à faire ressortir les montagnes, avec les codes d'altitude, les ombres et les courbes de niveau. J'utilise un procédé qui a 200 ans, les hachures de Lehmann. On voit ainsi toujours la raideur et le sens de la pente. Ce procédé a été inventé en 1812 par un militaire saxon, le fameux Lehmann. Pendant plus d'un siècle, il a été utilisé par les graveurs du monde entier avant d'être supplanté par l'ordinateur. Mais aucun ordinateur n'arrive à reproduire ces hachures. Je suis peut-être un fossile. Ma volonté n'est pas de perpétuer d'anciennes méthodes, mais de perpétuer l'exigence de qualité. Quand je réalise une nouvelle carte, je commence par repérer les lieux. Je n'ai pas besoin de tout mesurer avec un GPS ou un théodolite. Il existe déjà de très bonnes cartes topographiques dont la plupart ont été réalisées entre 1898 et 1932. Je prends mes carnets de terrain, je me rends sur place et à raison de 2 km² par jour, j'arpente la zone qui correspond à ma carte. Cela représente environ un quart du travail. Les 3 quarts restants, c'est le dessin honnête que je fais à la maison. Jusqu'à présent, j'ai réalisé 22 cartes. La plupart d'entre elles sont à l'échelle 1/100000. C'est en quelque sorte ma préférée. C'est une très grande échelle. 10 cm représente 1 km. Elle me permet de tout représenter de manière très détaillée. Parfois, je dessine un tas de fumier. Parfois, un chien qui aboie. Les cartes ne doivent pas seulement être fidèles et bien lisibles. L'ultime récompense, c'est lorsque les gens s'exclament « Oh, quelle belle carte !» Calcul correct. Super. Bravo. La distance est bonne. Tu vas ajouter une ligne? L'angle est correct aussi. Tu es sûr? Haha, ça colle pile poil. Parfait. Ouais. Non? Pas tout à fait. On s'est trompé de combien? Ici, 2 mm. Et là, 5 mm. Soit dans la réalité 40 cm, 1 mètre. 1 mètre d'erreur. C'est beaucoup? C'est pas mal. La question est de savoir si nous nous sommes trompés en calculant les angles, ou bien si nous nous sommes trompés dehors, sur le terrain. Je pense que vous vous êtes plutôt trompé sur le terrain. Les tachéomètres sont d'une grande précision. Bon, c'est l'heure de vérité, Émilie. Nous allons superposer notre carte sur une vue aérienne. Vous l'avez apportée? Oui. J'ai hâte de voir ça. La théorie va rencontrer la réalité. Ça ne peut pas être totalement faux. Je ne crois pas. Enfin, j'espère. Placez la vue aérienne en dessous. Elle est à la même échelle. De cette façon, nous verrons si la forme correspond grosso modo. J'ai l'impression que nous nous sommes complètement plantés. Ici, nous n'avons pu mesurer la distance que jusqu'à la haie. C'était un peu compliqué. Mais sinon, ça me paraît plutôt bien. Qu'en est-il de ce pavillon qui nous a posé problème et dans lequel nous venons de nous réfugier à cause de la pluie? Sommes-nous au-dessus du seuil de tolérance? En tout état de cause, celui-ci présente un écart nettement plus important quand on compare.
Sur la vue aérienne, on distingue le toit du pavillon, mais pas sa base, où Émilie se trouvait. C'est parce que le toit est légèrement en saillie? Oui. En tout cas, vous êtes allé au plus facile en utilisant seulement les rayons et les distances. Et les formes géométriques étaient assez simples. Cela explique en partie pourquoi notre carte n'est pas tout à fait correcte. Quelles sont les autres causes possibles d'erreur associées à notre méthode? Vous avez travaillé avec un mètre ruban, que vous n'avez probablement pas toujours tenu parfaitement à l'horizontale. Et que peut-on faire d'autre comme erreur, à part utiliser un mètre ruban? La seconde source d'erreur majeure ici, c'est votre dessin en lui-même. Vous avez travaillé à l'équerre et au crayon, d'où le rendu imprécis. Qu'est-ce qui serait plus précis? Ce serait d'utiliser par exemple des systèmes de navigation par satellite. On peut ainsi enregistrer précisément ces points isolés, et ce, assez rapidement. Quelle est la différence avec le tachéomètre? Un tachéomètre mesure aussi la direction et la distance. Mais avec le système de navigation par satellite, ce sont les satellites qui servent de repère pour déterminer la distance. C'est un système global avec une référence spatiale. Cela rend-il le système GPS plus précis que le tachéomètre? Ce sont en fait des procédés identiques. Et il y a tout de même une différence avec le GPS, c'est qu'on peut s'en servir en solo. Mais je propose qu'on l'essaie tous les trois, d'accord? D'accord. Nous avons 27 satellites. Le GPS en utilise 13 pour déterminer sa position. On le place bien à l'aplomb et on déclenche la mesure en appuyant ici. Ça y est, c'est enregistré. Ok, à l'aplomb. Et on mesure. Dites, c'est drôlement moins de boulot que de mesurer avec le mètre ruban ou le tachéomètre. Ça va beaucoup plus vite. Et on peut faire ça tout seul. C'est presque une terre encore vierge. Ce nouveau quartier près de Karlsruhe existe bel et bien. Certaines maisons sont déjà habitées, d'autres sont en construction, et les rues sont prêtes depuis plusieurs semaines. En revanche, rien n'est encore répertorié sur les cartes numériques et les images satellites sur Internet. Joachim, Frédéric et Michael se sont donné rendez-vous ici pour cette raison. Ils veulent enregistrer les nouvelles données du quartier. Objectif, réaliser une carte accessible à tous sur la toile, sur OpenStreetMap. Je m'occupe des rues transversales là-bas et de cette zone-ci. Moi, je vais quadriller le quartier à vélo. Comme ça, nous aurons un bon tracé GPS. Peut-être même que je peux aller un peu au-delà, vers le sud. Ça va vite à vélo. Et moi, je vais aller par là et rentrer les numéros des maisons avec Vespucci, plus les revêtements routiers que je croiserai en chemin. Michael se sert de l'application Vespucci pour collecter les données. OpenStreetMap est un projet international lancé en 2004 dans le but de créer une carte libre du monde. Des centaines de milliers de contributeurs bénévoles dessinent des tracés de rues, notent les bâtiments et les lieux dignes d'intérêt, puis rentrent ces données sur Internet. Ma motivation personnelle? Il y a quelques années, j'ai acheté un récepteur GPS et j'ai vu qu'il y avait des cartes OpenStreetMap pour ce récepteur. J'ai vu qu'on pouvait contribuer au projet et comme ces cartes sont gratuites, c'est une sorte de contrepartie. Les cartographes travaillent avec diverses techniques selon le type de données qu'ils souhaitent collecter. Joachim répertorie aujourd'hui l'emplacement des raccordements électriques et des bouches d'incendie. Pour cela, il enregistre avec son GPS les coordonnées correspondantes et photographie les positions exactes. Ce travail de fourmi se veut un acte citoyen. Soumises aux droits d'auteur, les informations géographiques sont le plus souvent produites dans un but commercial et leur usage n'est pas libre. Les bénévoles veulent proposer une alternative. Chacun doit pouvoir contribuer à la réalisation de cartes dont l'utilisation ne passe ni par l'argent ni par l'exploitation des données personnelles. Frédéric, lui, s'est attelé au tracé des rues du nouveau quartier. Il enregistre toutes les voies sur son appareil GPS.
Il rentre également des points particuliers, par exemple l'emplacement d'un distributeur de sacs pour déjection canine. Avec ces informations, un utilisateur pourra réaliser une carte pour les propriétaires de chiens. Plus les informations sont détaillées, mieux c'est. Quand on est comme moi un contributeur de longue date, on se réjouit quand on peut montrer nos cartes aux géants du secteur et leur dire « Regardez, à OpenStreetMap, on est plus rapide que vous qui êtes des professionnels. » De retour à son bureau, Frédéric transfère les tracés et les points de route sur son ordinateur. Voici la zone où nous sommes allés ce matin. Encadré en jaune, c'est le nouveau quartier. Et en rose, ce sont les tracés que j'ai répertoriés avec mon appareil GPS. Pour l'instant, sur OpenStreetMap, il n'y a que la rue qui est visible. Or, j'ai vu qu'il y avait aussi un chemin pour piétons qui longe la voie ferrée. Je peux donc l'ajouter. Frédéric se connecte sur son compte utilisateur et enregistre les données sur le serveur. À présent, celles-ci sont visibles par tout le monde. Chacun peut contribuer, et il est même souhaitable que chacun contribue. Plus la base des contributeurs est large, meilleures sont les connaissances cartographiques collectées. Ça y est, nous avons une carte précise, garantie sans erreur. Tout à fait. Nous avons répertorié les points au centimètre près. Nous pouvons zoomer pour agrandir. Ça, c'était notre point de départ, vous voyez? Parfait. Le début de l'arc de cercle, le milieu. Au total, nous avons 8 points. Je suis épatée. Avec seulement 8 points, on obtient une carte parfaite. Absolument. On a réussi à les relier et à restituer cet ovale. Ça a quand même une autre allure que ce que nous avons dessiné tout à l'heure, non? Oui. Tu as apporté un autre appareil qui ressemble un peu à un robot. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un scanner laser terrestre. Il fonctionne sur le même principe que le tachéomètre, à la différence que le tachéomètre relève un seul point à la fois, tandis que cet appareil peut relever jusqu'à 50 000 points par seconde. Il scanne tout son environnement sans qu'on ait à faire quoi que ce soit? Absolument. Il fonctionne grâce à un rayon laser qui pivote à l'horizontale et à la verticale. Et quelle image obtient-on à la fin? On va regarder ça ensemble. On peut zoomer vers l'avant ou vers l'arrière. C'est génial. Un modèle 3D complet. Oui. C'est un peu comme Google Street View, mais en plus précis et avec la rigueur scientifique. Oui, c'est ça. Combien d'endroits avez-vous mesuré? Nous avons effectué le relevé sur 5 positions. C'est une collègue qui s'en est chargée, Martha. Ça lui a pris toute une journée. C'est dingue quand même. Quand on pense que tous les points de mesure étaient au niveau du sol et que malgré ça, on obtient une carte qui permet aussi d'observer depuis le ciel. Oui, tout cela est possible. Cool. C'est impressionnant. Les arbres sont très détaillés et il y a les couleurs. Oui, la végétation est reconnaissable, les couleurs aussi. La couleur est enregistrée par une caméra intégrée. Nous disposons donc d'une information de couleur pour chaque point, en plus de la direction et de la distance. Et tout ça se fait de façon automatique? Oui. Pour quel type de carte est-ce intéressant? On pourrait l'utiliser par exemple dans le cadre de projets d'urbanisme ou pour des analyses de potentiel solaire. On pourrait évaluer l'angle d'inclinaison des toits dans le but d'installer des panneaux solaires. Et tout ça, ce sont des points individuels. Chacun d'entre eux équivaut à ce que nous avons fait ce matin, Émilie et moi, avec l'équerre et le mètre. Tout à fait. Ou avec le tachéomètre, avec lequel nous avons également pu répertorier les points un à un. Je trouve le principe d'OpenStreetMap très intéressant et même génial. Est-ce que cela va révolutionner le monde des cartes? D'une manière ou d'une autre, oui, c'est certain. Ne serait-ce que parce que chacun peut rentrer librement toutes sortes de détails en divers endroits. En revanche, nos cartes officielles possèdent par exemple des informations d'altitude qu'OpenStreetMap n'a pas. C'est un peu comme Wikipédia, non? Je veux dire, c'est souvent utile, mais pour être honnête, il y a aussi parfois du travail d'amateur.
Oui. De notre côté, nous travaillons en vertu d'un mandat légal pour collecter des géodonnées de base et produire des cartes. C'est pourquoi celles-ci sont fiables, précises et généralement actualisées. Mais voyez-vous cela comme un enrichissement ou plutôt comme un danger de pouvoir produire des cartes sans toute la rigueur scientifique? Je vois ça plutôt comme une concurrence, naturellement. Mais en tant qu'agence régionale, nous nous démarquons en éditant des cartes touristiques, des itinéraires cyclistes et de randonnée, ainsi que des cartes topographiques. Nous proposons un service public. Merci pour cette journée. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, moi, je suis totalement bluffé par ce modèle 3D. C'est super. Et moi, je retiens qu'une carte, ce sont des lignes droites et des angles. Mais heureusement, on ne s'en aperçoit pas quand on se balade avec une carte. Allez, au revoir. Salut, à la prochaine.